Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Alors cette semaine, on va entremêler jeux de société et sociofinancement. Pourquoi? Parce que devant moi, eh bien, ce ne sont que des projets qui sont passés par le sociofinancement. Déjà, je tiens à remercier Omea Games qui la semaine dernière m'avait envoyé justement l'heure de jeu. Donc c'est une boîte d'édition qui est quand même relativement récente, qui avait commencé par Valrock qui est ici et par Eternitium. On va faire un focus sur Eternitium parce que j'ai eu du temps pour y jouer avec ma femme mais également avec le petit et il y a un mode solo, donc on va en parler tout à l'heure. Valrock, on le garde pour après, ce sera juste une présentation rapide de l'univers, et ce sera pour une prochaine fois. À côté de ça, on a Black Rose War Rebirth, Black Rose War Renaissance en français. Donc la suite de Black Rose War, un jeu de chez Ludus Magnus Studio, et on en parlera tout à l'heure parce que c'est un excellent exemple de ma méthode de pensée maintenant pour les sociofinancements. Donc il y a toujours de l'affect, vous verrez, mais malgré tout, je commence à me raisonner et je pense qu'il faut qu'on commence à penser comme ça parce qu'il y a eu beaucoup de chamboulements dans le monde du sociofinancement, vous vous en êtes rendu compte, on en a déjà parlé plein de fois, donc on y reviendra tout à l'heure avec cette boîte que j'ai achetée d'occasion. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais avant tout, focus sur Eternitium. Alors, je pousse Valrock, je pousse le gros pavé de Black Rose War Rebirth et on va se mettre hop, en caméra du dessus pour parler d'Eternitium. Alors, Eternitium, un jeu de 1 à 5 joueurs. Oui, comme je vous l'ai dit, il y a un solo, donc j'ai déjà mis des cartes de côté, on en parlera tout à l'heure. Et j'ai fait une mise en place pour un joueur. Une mise en place pour un joueur, mais je vais vous parler comme si on jouait à plusieurs, effectivement, vu qu'on peut jouer jusqu'à 5 personnes. Donc 5 plateaux de jeu ici, comme celui-ci. Et 5 cartes par joueur, c'est toujours les mêmes cartes pour débuter. Donc les 5 mêmes cartes pour chaque joueur. Ici, en fait, on a des espèces de portails, on y reviendra tout à l'heure. On en met toujours 2 par type et par joueur. Donc effectivement, si on était 2 joueurs, je devrais avoir 4 cases losanges, par exemple. Ici, on verra, c'est des technologies de base, des technologies avancées et des époques. Oui, alors le pitch, on va commencer par ça. Eternitium, qu'est-ce que c'est? C'est une gemme d'Eternitium. C'est une gemme qui peut vous donner la vie éternelle. Elle est ici, elle est présente sur notre plateau de jeu et c'est le premier qui va réussir à l'attraper. Comment ça? Eh bien tout simplement, ici, vous voyez, j'ai pris 10 cartes ici. 10 parce que à 1, 2 ou 3 c'est 10 cartes. Je crois qu'à 4 et 5 c'est différent par contre. Mais pas eu l'occasion. Pour l'instant j'ai joué qu'à 3. Donc ces cartes, je les place ici. Et forcément il va falloir les retirer pour accéder à la gemme d'éternité. Le premier. Ces cartes, qu'est-ce que ce sont? Ce sont ces cartes-là. Ce sont des cartes d'époque. Et oui, parce que c'est bien futuriste et justement le look et tout le design vraiment peut vraiment être vous taper à l'œil. C'est magnifique. Voilà. Alors Baptiste Pérez, c'est ce qu'il y a décrit sur la boîte. Franchement, c'est un superbe travail parce que ça restitue toute l'ambiance vraiment futuriste, tout en gardant il y a un esprit vraiment assez basique dans le sens qu'on comprend très bien tout. Le fait d'avoir trouvé des formes géométriques justement pour simuler, je vous le dis tout de suite, des passages dans le temps, c'est excellent, c'est vraiment très bien, ça se voit du premier coup d'œil. Donc effectivement, ce sont des époques qu'il va falloir traverser. On va traverser le temps grâce à des portails pour justement, au fur et à mesure, traverser les époques et arriver jusqu'à notre gemme d'Eternitium, le premier. Comment ça va se passer? Eh bien, comme je vous ai dit, chaque joueur a des cartes de base. Donc là, c'est les cartes numérotées 1. On a les 4 symboles possibles dans le jeu. Donc le rond, le carré, le losange et le triangle. On commence également avec une petite carte ici qui est un petit robot. Alors, cette carte, pourra la retrouver aussi dans les technologies de base, on pourra en acheter d'autres. Oui, parce qu'on va faire une construction de deck. Au fur et à mesure, on va améliorer notre deck. Justement, c'est vraiment le but du jeu. Et je trouve que c'est bien pour aborder les principes de deck. Ce jeu, je trouve, peut permettre de rentrer dans ce monde des deck building parce que c'est un deck building assez simple à mettre en place. L'épuration n'est pas obligatoire alors qu'il y a certains jeux de deck building où vraiment, si on n'épure pas, on est vraiment à la galère. On peut bien optimiser. Franchement, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour débuter le deck building. Donc, on a 5 cartes pour débuter. Chaque joueur aura 5 cartes. On pourra tous, à notre tour, en commençant par le premier joueur, choisir une carte technologie de base. Effectivement, on va améliorer avec ces cartes technologie. Donc celles de base qui sont ici, qui plus tard auront un coût.
et ici ce sont les technologies avancées, elles auront un coût encore plus élevé. Donc pour le moment, on va en profiter, en profiter pour en prendre une. Donc comme vous voyez, il y a des petits robots, j'en ai déjà un, on reviendra tout à l'heure. Il y a aussi des cartes portail double, c'est un petit peu des jokers, et comme vous pouvez voir, petit spoil, il y en a aussi des quadruples dans les technologies avancées. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans ces technologies? On peut avoir des cartes qui nous permettent de piocher d'autres cartes. On peut avoir des cartes drones qui nous permettent d'enlever une époque en sacrifiant, en défaussant de cartes de notre main. Vous voyez des petites choses comme ça. Voilà, des cartes qui font que si on la joue, eh bien, on pourra prendre une technologie pour un coût moindre. On le verra ça tout à l'heure. Donc je vais en choisir une de base. Je vais prendre un petit joker, hein, tant qu'à faire. Voilà. Hop, chaque joueur a pris une carte. On remue, c'est notre petit deck de base avec 5 cartes connues et une carte choisie. On prend 5 premières cartes et à chaque fois que vous allez commencer un de vos tours, vous aurez 5 cartes. Et il y aura des petites exceptions, on y reviendra tout à l'heure justement, mais c'est la base. Dans les 5 cartes, donc j'ai remué, je me retrouve sans le petit robot. C'est un peu dommage pour vous expliquer. Je pense que je vais aller le piocher pour vous expliquer, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Donc, c'est mon tour. À mon tour, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, une étape qui est obligatoire, je dois prendre un portail. Vous voyez, ici, il y a des portails. Une fois que tous les decks seront épuisés, parce qu'on aura fait beaucoup de tours, eh bien, on sautera cette étape tout simplement. Ce que je vois, c'est que pour traverser cette époque, il me faudra un portail losange. Je regarde ma main. Est-ce que j'ai un portail losange? Oui, j'en ai un. Bon, j'ai même en plus un joker losange triangle. Alors là, le losange, j'aurai pas de problème, j'aurai un losange triangle. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'à côté, j'ai un rond et un carré qui se sentent un petit peu seuls. Eh bien, je vais prendre un carré supplémentaire. Hop. Maintenant, c'est moi à mon tour de jouer. Je peux jouer autant de cartes que je veux, dans ma main. Ce que je peux faire, je peux passer une époque. Donc, par exemple, je pourrais très bien utiliser mon losange que je passe dans ma défausse et je défausse cette époque, je l'ai traversée. Il ne reste que 9 étapes époques avant d'arriver à la gemme d'Eternitium. Ici, je ne sais pas ce qu'il y a. La carte n'est pas retournée obligatoirement. Non, la première carte qui était retournée, c'est parce qu'elle est mise en place, effectivement. On met 10 cartes. 10 cartes pour 1, 2 ou 3 joueurs. Mais après, la première carte est retournée, le reste, il va falloir le découvrir. Donc, deux choix s'offrent à moi. Soit j'arrive à retourner cette carte, et dans ce cas-là, eh bien, je pourrais jouer normalement. Soit j'utilise un robot qui me permet de retourner cette carte. Il y avait un troisième choix, je ne vous en ai pas parlé, je pouvais m'arrêter ici. Je pouvais également, oui, il y a plus que 3 choix finalement, je pouvais aussi tenter un pari, on y reviendra tout à l'heure. Là, donc, le robot, vous voyez, une carte technologie de base qui peut être fort pratique quand même pour retourner les cartes. Ça me permet de savoir ce qu'il y a pour jouer, hop, un rond. Je pourrais utiliser, si j'avais dans ma main, jusqu'à 3 robots, parce qu'on peut retourner les 3 premières cartes de notre deck, de notre paquet ici d'époque. Voilà, jusqu'à 3 maximum. On peut en avoir 3 retournés, les 3 du paquet. Les 3 du dessus. Bon, là je me retrouve effectivement avec une autre possibilité, un autre choix. Je n'ai plus de robot. Je peux m'arrêter tout de suite. Voilà, je m'arrête tout de suite et je continue. Je continuerai mon tour avec un choix possible. Ou alors, je peux faire un pari. Alors là, par exemple, je vais faire un pari, vu que j'ai un joker, ce sera le plus simple. J'aurai une chance sur 2, vu qu'il y a 4 types de portails possibles, et là que j'en ai 2. J'en ai 2. Si je réussis mon pari, là j'ai réussi mon pari, ça tombe bien. Si je réussis mon pari, je continue le jeu. Bon, on va faire comme si, voilà, hein, j'ai réussi mon pari. Je vais recommencer un pari, on est fou. Hop, je parie que c'est un carré. Le pari est raté. Alors, un pari raté, qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça met fin à mon tour de placement. Donc je défausse les cartes restantes, je prends ma carte et je remue. Là, comme ça n'a pas l'air trop gênant. Sauf que effectivement, si vous avez utilisé des robots et que vous avez commencé à optimiser votre deck et que vous avez commencé à épurer justement pour n'avoir que quelques cartes ici et les cartes de votre deck qui sont spécifiquement pour enlever les époques là, vous pouvez être un petit peu dans le caca parce que c'est mélangé. Voilà. Vous aviez peut-être prévu une tactique, vous aviez peut-être retourné des cartes, vous saviez ce qu'il y avait à la suite. Ça pouvait être pratique pour la suite. Bon. Donc, pari perdu, c'est pas trop handicapant non plus.
Voilà, ça met fin à mon étape de pose de cartes. Et par contre, il me reste une autre étape après. Ce sera l'étape justement où je peux prendre une nouvelle technologie. Je tiens à vous faire remarquer que si je rate un pari, eh bien tout simplement, à la fin de mon tour, au lieu de refaire ma main de 5 cartes, je ferai une main de 4 cartes. Voilà. Donc le handicap est un peu plus grand que juste retourner et remélanger ici. Voilà. Donc il faut bien y penser, faire les paris, oui, non. C'est pour ça que c'est très intéressant d'améliorer son deck justement avec des cartes joker. Ça minimise justement le côté aléatoire des paris. Bon, j'ai perdu, on va continuer comme ceci. Alors, malgré tout, j'ai une étape supplémentaire qui est optionnelle. Je peux prendre justement une carte technologie. Les cartes technologie, comme je vous ai dit, il y a un coût à payer. Effectivement, les cartes technologie de base, si j'en prends une, par exemple je vais prendre celle-ci, eh bien il faudra que je prenne une des deux cartes époque de la rivière et que je la mette ici. Ça peut être handicapant parce que du coup c'est reculer pour mieux sauter peut-être. Peut-être que je vais améliorer mon deck avec cette carte, mais malgré tout, je me retrouve avec une carte technologie, une carte époque supplémentaire. Voilà, donc c'est un choix à faire d'améliorer son deck ou non avec une carte technologie. Là, c'est des technologies de base. Donc les technologies de base, je vous en ai parlé un petit peu, piocher deux cartes, des cartes joker, des robots, un drone qui permet, comme je vous ai dit, de retirer une carte époque en défaussant en plus deux autres cartes. Et ici, il y a des technologies avancées. Je ne les ai pas toutes mises parce qu'il y en a certaines qu'il faut mettre de côté pour le mode solo. Donc je vais y revenir tout à l'heure. Et ici, des technologies, vous voyez, qui peuvent être intéressantes, sauf que les technologies avancées, au lieu de prendre une carte, il en faudra deux. Voilà. Et c'est pour ça que dans les cartes technologies de base, alors si je retrouve, il y a cette carte qui est très intéressante. Si vous l'avez dans votre main et que vous la jouez à votre tour, vous la posez, et toute carte technologie que vous prendrez, que ce soit de base ou avancée, eh bien elle vous coûtera une époque en moins à récupérer. Ça peut être très intéressant. Donc, à améliorer son deck, justement, en prenant ces cartes technologie. Une carte technologie avancée, par exemple, qui peut être intéressante, ici, en fait, si vous la posez, que vous la jouez alors qu'elle est dans votre main, eh bien, tout simplement, ça vous permet de prendre une carte technologie gratuitement. Mais tous les autres joueurs autour de la table prendront une carte technologie de base gratuitement, eux aussi. Ça, c'est une carte avec une carte technologie avancée, avec un robot récupérateur, je ne sais plus comment il s'appelle, oui, récupérateur, on va dire, ou recycleur, qui nous permet justement, quand on le joue, d'aller récupérer une carte dans notre défausse. Donc, vous voyez, des petites choses qui sont sympas, des jokers, d'autres cartes ici avec des visus. Franchement, c'est très bien et je tiens à vous montrer un petit peu le livret de règles, justement, parce que tout est détaillé à la fin. Donc toutes les technologies avancées qui sont ici et toutes les technologies de base. Donc ça renouvelle bien le jeu suivant les stratégies que vous allez faire. Est-ce que votre stratégie va être justement d'épurer votre deck et d'avoir que des portails, essayer d'avoir des portails joker? Est-ce qu'au contraire vous allez essayer de miser sur les drones? Donc les drones, il va vous falloir deux cartes à défausser à chaque fois. Donc miser sur drone plus des cartes à défausser pour retirer des époques. Il va falloir y réfléchir. Je reviens rapidement sur le petit livret. Donc à l'arrière, comme vous le voyez, l'iconographie qui est écrite. Donc ça, c'est toujours pratique. Ce que je regrette, c'est que j'aurais bien aimé un petit résumé du tour. Voilà. Parce que, et ça, je pense que c'est parce que c'est un éditeur qui n'a pas forcément énormément d'expérience. Créer des livrets de règles, c'est hyper compliqué. J'ai commencé celui de Valrock, ça m'a moins choqué. Je trouve que dans le résumé du tour de jeu qui est écrit à l'intérieur, il y a une petite chose qu'on peut vite oublier. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le déroulé du tour en fait. Le déroulé du tour, je prends une carte, tiens, bah là, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai fait un pari, je l'ai raté. Je prendrai que 4 cartes à la fin. Là, c'est pas forcément écrit, c'est écrit comme un nota bene quelque part. Voilà. Un petit résumé avec justement ces petites subtilités, ça aurait été intéressant. Parce que ça rajoute une micro-règle et ça aurait été intéressant de l'avoir, de bien marquer, et justement avec un résumé à la fin où ça aurait pu être écrit. Voilà. Bref, je reviens dans mon tour. Effectivement, donc là, je vais prendre une carte technologie, je vais prendre celle-ci, je la mets au-dessus de mon deck. Donc je connais une de ma prochaine carte car je vais reconstituer ma main. Je recomplète et je vais prendre une carte époque. Bon, bah une carte époque, j'ai pas fait. J'ai beaucoup utilisé quand même les carrés. J'en ai pris un autre tout à l'heure, j'ai pris un carré supplémentaire, donc je peux me permettre de prendre un carré ici. Voilà. Alors oui, j'en ai plus ici.
Mais j'ai les cartes ici qui vont être mélangées et qui vont revenir. Parce que là, vous voyez, il va falloir que je reconstitue ma main et j'ai que 2 cartes. Donc j'aurai quand même une chance d'avoir le carré. Hop, et je recomplète. Fin de mon tour. Et je passe au suivant. Voilà. Fin de mon tour, pas tout à fait, parce qu'à la fin du tour, il faut que je recomplète. Alors, comme je vous ai dit, si j'avais réussi mon pari, si je n'avais pas fait de pari, si tout s'était bien passé jusqu'à la fin, je devrais recompléter avec 5 cartes en main. Vu que là, j'ai plus que 2 cartes, je remue ma défausse. Hop là, et je pioche 2 cartes supplémentaires car j'ai raté un pari. Les autres joueurs continuent, chacun son tour. Hop, et c'est à nouveau mon tour. Alors, c'est à nouveau mon tour et je n'ai que 4 cartes. Ah, bon, vous voyez, le carré, c'est dommage parce que j'avais 2 carrés ici, ils ne sont pas tombés. Moi, je peux très bien me permettre d'en récupérer un. Ou alors, je compte sur le fait d'en avoir d'autres. Parce que vous voyez, j'ai une carte ici, c'est la carte technologie de base que j'ai récupérée, qui me permet de piocher. Bon, allez, je vais prendre autre chose. De toute façon, c'est pour le fun, c'est pour vous expliquer. Non, je vais prendre un rond. Début de mon tour, je prends un rond. Voilà, je commence à jouer. Je pioche 2 cartes. Et là, le lutin, il a quand même carrément pas de bol, parce qu'il n'y a pas de carré. Les 2 carrés sont ici. Bravo lutin, magnifique. Donc pour la démonstration, je suis au top de ma forme. Alors, vous avez vu, c'est magnifique. Donc, ce qu'il y a, c'est que là, j'ai commencé à jouer. Donc, je ne peux pas passer mon tour. Si j'avais décidé de ne pas jouer du tout parce que la main ne me plaisait pas, ça sera une autre chose que je vais vous montrer. Bon, là, j'ai commencé à jouer. Donc, je vais vous expliquer quelque chose d'autre. Tout ce que je pourrais faire là quelque part, parce que je ne peux pas passer ma carte époque, c'est utiliser encore un petit robot parce que je peux justement retourner jusqu'aux 3 premières cartes. Et en plus, je me trouve avec 2 carrés. Je pense que le sort s'acharne. Bon, autre option qui m'était possible au début, si ma main ne me plaisait pas du tout, une fois que j'avais pris une des cartes ici, eh bien je pouvais choisir de passer mon tour. Je défaussais les cartes que je voulais, ou je retirais de ma main les cartes que je voulais pour les retirer du jeu. Ça permet d'épurer justement le deck pour retirer des cartes qui sont moins puissantes ou des cartes handicapantes. Si par exemple vous avez réussi à avoir une stratégie avec plusieurs jokers et que vous voulez retirer des cartes simples, ça peut être intéressant. Voilà. Donc c'est une possibilité justement pour épurer son deck. Et en plus, si vous épurez votre deck ou si vous passez de toute façon que vous ne jouez pas de cartes, qu'est-ce que vous faites? Prochaine fois que vous ferez une nouvelle main, au lieu de 5 cartes, ce ne sera pas 4 non plus, ce sera 6. Ah, le petit pouce. Voilà, 6 cartes. Voilà, c'est une des petites subtilités. Et voilà, c'est un des petits trucs qui, je trouve, n'est pas assez mis en avant dans le livret. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, on continue jusqu'à épurer ce paquet d'époque. Et ce paquet d'époque jusqu'à arriver sur la gemme d'Eternitium. Le premier arrivé à la gemme d'Eternitium aura gagné la partie. On finira le tour de jeu quand même pour voir qui a réussi à avoir la gemme d'Eternitium. S'il y a une égalité dans le tour, eh bien tout simplement, on comptera des points sur les cartes technologie de base et technologie avancée. Donc 1 point et 2 points. Voilà, 1 point pour les technologies de base, 2 points pour les technologies avancées. Ça permettra de définir le gagnant s'il y a une égalité parmi ceux qui ont récupéré la gemme d'Eternitium. Donc vous voyez, un principe de jeu qui est relativement simple, mais qui de prime abord, effectivement, c'est vrai que si on se lance dans le livret, ça fait, voilà, ça fait un petit peu abstrait, je dirais. C'est pas mauvais hein, le livret, mais ça fait un petit peu abstrait. C'est pour ça que parfois, heureusement qu'il y a Lutin pour une vidéo. Une petite carte supplémentaire ou un petit résumé de jeu ici, surtout que c'est un rappel d'Eternitium avec le créateur c'est Thomas et l'artiste c'est Baptiste Pérez. C'est un petit peu dommage. Peut-être réduire ça et agrandir ici avec un petit résumé, ou alors moi je me ferai une petite fiche des résumés. Je crois que sur un des forums sur lequel je suis, il y a déjà quelqu'un qui a fait une fiche des résumés. Ça peut être très pratique. Je vais revenir tout de suite sur le solo. Je vous ai dit tout à l'heure, ici il n'y a pas toutes les cartes technologie parce que j'en ai mis de côté. Voilà, c'est écrit dans le livret pour les explications du solo. Donc c'est quelques cartes qui sont particulières. Et en fait, ça va servir d'IA. Et oui, une IA qui nous met des bâtons dans les roues pour nous empêcher d'avoir justement d'arriver à la gemme d'éternité. Donc en fait, on va jouer notre tour complet. Et à la fin du tour, on va retourner une des cartes. Voilà, donc là par exemple, c'est un blaster. Le blaster, en fait, si on était contre d'autres joueurs, si moi je joue un blaster, j'échange. Attendez, je vous le remets ici. J'échange par exemple la carte qui est au-dessus du paquet, la carte époque du dessus de mon paquet, ce qui peut être intéressant si elle est pas retournée. Je peux l'échanger avec quelqu'un d'autre. Donc si quelqu'un d'autre l'a de retourner,
et ben moi je fais un échange. Voilà. Donc ça peut être sympa. Et bien là, l'IA le joue, et qu'est-ce que ça fait? Et bien, hop, ça me retire ma carte, et je récupère la carte du dessus du paquet. Voilà, l'IA a joué de cette manière-là. Donc il y a une petite subtilité en fait sur deux cartes. C'est écrit dans le livret pour le solo. Et de même, comme vous pouvez le voir ici, hop, j'espère que ça brille pas trop. Il y a des missions spéciales solo. Il y a 10 missions différentes avec des mises en place et quelques règles un petit peu particulières, justement, pour varier un petit peu le mode solo, tout simplement. Donc, un mode solo qui n'est pas super compliqué à mettre en place, vous voyez, c'est une partie normale, sauf qu'on est seul, avec une petite IA qui a 8 cartes. Voilà. Donc, on a 8 tours pour réussir à finir notre paquet ici. Donc, je vous rappelle, un, 2 ou 3 joueurs. Normalement, c'est 10 cartes. Donc, vous voyez, un jeu simple, un mode solo qui se déroule très bien. Parfois, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures pour avoir un mode solo qui déroule très bien. Il est assez relevé quand on utilise toutes les cartes. C'est vraiment hyper sympa. Franchement, j'apprécie fortement. J'étais passé à côté du sociofinancement parce que je l'avais regardé. C'est vrai que les graphismes attiraient tout de suite, mais ça me paraissait un petit peu abstrait. Et je remercie franchement Omea Games de m'avoir fourni ce jeu et Valrock parce que franchement, belle découverte et à la maison, il va ressortir souvent. Je ne m'attendais pas à accrocher autant que ça. Vraiment. Au début, comme je vous dis, il peut paraître abstrait, mais on a vraiment accroché. C'est une très bonne entrée pour le deck building. Familial, vraiment sympathique. Voilà, je vais pousser un petit peu ici le gros paquet justement des époques et on va passer à Valrock. Alors, Valrock, changement de décor, parce que Valrock, nous sommes des mages. Des mages dans la ville de Valrock, un jeu qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Je n'ai pas encore joué, donc je ne vais pas m'étendre dessus, c'est juste pour vous présenter le principe. Donc dans la ville de Valrock, effectivement, des mages viennent pour faire des tournois, pour décider qui est le meilleur mage. Donc on va se retrouver dans la ville, c'est du placement d'ouvriers. Nous sommes un mage, alors on a deux autres meeples avec nous, si je me rappelle bien, c'est un acolyte et un mercenaire, je crois que c'est ça les termes. Et ça va être du placement d'ouvriers justement dans la ville de Valrock. Et au milieu, vous allez voir, il y a une arène dans laquelle on peut aller essayer de capturer, ou apprivoiser plutôt, des créatures magiques. Et c'est ce qui va nous rapporter des points. Alors, je vais simplement vous montrer en élément du jeu le plateau pour que vous représentiez justement le plateau. Hop, il est là. Ça vous permet de vous voir un petit peu les graphismes. Hop, alors je suis sur d'autres cartes, hein, donc c'est un petit peu bancal, voilà. Donc la ville de Valrock, effectivement, ce sera du placement d'ouvriers. Vous voyez, il y a différents endroits dans lesquels on peut placer des ouvriers, sachant qu'il y a des emplacements qui seront spécifiquement pour les mages. Donc par exemple ici, ça permettra de s'entraîner sur des sorts avec chaque endroit qui a une particularité. Là, par exemple, ça va être du stop ou encore. Là, ça va être un endroit où ce sera un petit peu de magie noire. Donc, du coup, on ne va pouvoir envoyer que l'acolyte parce que le mage n'y va pas. Donc, vous voyez, plein de choses particulières. Et au milieu, justement, l'arène. Une fois qu'on a assez de sorts et autres pour pouvoir essayer d'apprivoiser ou de battre une créature qui viendra à nos côtés. Autre chose, les petits plateaux de joueurs. Et comme vous le voyez, hop, je ne sais pas si vous le voyez là, c'est du plateau double couche. Je ne m'attendais pas à ça. Et ça, c'est fort appréciable pour moi. Ça fait partie des trucs sur. Quand je vois un jeu en sociofinancement, c'est un truc important pour moi. Vraiment, les plateaux double couche, je pense que vous êtes d'accord avec moi, plutôt qu'avoir un truc tout plat, et puis quelqu'un bouge un petit peu sur la table où on veut le déplacer, et bien ça tombe. Ça, franchement, j'apprécie grandement, moi. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Vous me direz dans les commentaires. Donc, ce jeu, je n'y ai pas encore joué. Je vais m'y mettre bientôt. Le pitch m'attire. En ce moment, je suis très magicien, très mage et très tournoi entre mages. Donc, c'est parfaitement tombé. Je les en remercie. Merci Omea Game. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Allez, je range ça. On se le met de côté, le Valrock. Hop, on se met de côté l'Eternitium. Hop là, ils sont ici. Hop, que vous les voyez quand même un petit peu. Hop là, ils sont ici. Et on va parler de la grosse boîte. Alors, je ne vais pas vraiment revenir sur le jeu en lui-même. Ce jeu qui est sorti en sociofinancement il y a quelques temps, c'est la suite de Black Rose War classique. Black Rose War, en fait, vous êtes un mage
On reste sur le même thème, hein, comme je vous ai dit. Vous êtes un mage et vous allez essayer de montrer que vous êtes le meilleur des mages quelque part contre vos adversaires. Vous allez essayer de faire un combat dans un endroit qui est avec plusieurs tuiles qui représentent des pièces, on va dire. Chaque pièce a des caractéristiques spéciales et au fur et à mesure du combat, dans le premier opus, on détruisait les pièces. On gagnait des points. C'était à la finalité celui qui gagnait le plus de points. Enfin, il y avait un montant minimum, je crois que c'était 50 ou 40. Et le premier qui a atteigné ce score, en fait, gagnait la partie. Sachant que dans la partie, si vous jouiez et que vous défaussiez certaines cartes par moment, le jeu gagnait des points aussi. Il avait son compteur à lui aussi. Il pouvait vous battre le jeu. Donc c'était les mages les uns contre les autres qui allaient se battre, qui allaient faire des évocations également dans les différentes pièces pour se battre. Justement, les évocations, ce sont des invocations, hein. Ce sont des démons qu'on attire, des monstres qu'on attire, des choses comme ça. Et on les dirige pour se battre contre les autres mages, justement. Donc, du deck building, du combat entre mages, des invocations, mais en même temps du jeu aussi pour pas se faire battre par la rose noire qui est l'esprit du jeu. Bon, il y avait le premier. Le premier m'attirait déjà pas mal parce que Ludus Magnus, franchement, parmi les sociétés qui font des jeux de société, qui font des figurines, c'est le haut du panier vraiment. Vraiment, ils vont dans le top. Superbe figurine à chaque fois. Et là, c'était la suite, le Renaissance. Presque le même pitch. Disons que le mode solo a changé parce qu'il y a des avatars maintenant, donc on se bat contre des avatars de mages. Donc ils ont changé déjà ce mode, même si ce jeu, il ne faut pas le prendre pour du solo, c'est pas, quand même pas le but. Mais c'est un petit truc en plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh bien, les pièces, en fait, au lieu de les détruire, on les reconstruisait là. Donc, petite différence sur le comptage des points, c'était assez intéressant les changements. Ça va me permettre de vous expliquer pourquoi j'ai attendu, que je n'ai pas socio-financé. Et là, en plus, je suis tombé sur quelqu'un qui faisait une occasion. Le jeu en boutique, vous allez le trouver à 100 euros, je l'ai eu à 50. Donc déjà, c'est un des premiers points, voilà, de pourquoi parfois je passe sur des socio-financements. C'est parce qu'il faut se dire que même si on peut être hypé, qu'on a envie de ce jeu, parfois, se dire, je vais attendre un peu, ça peut valoir le coup côté financier, surtout qu'on attend énormément de temps, c'est la première chose. Voilà, du sociofinancement, c'est beaucoup de temps d'attente pour recevoir le jeu. Est-ce que le jeu, une fois que vous le recevrez, voilà, c'est un petit peu c'est pas mes 10 commandements, mais un petit peu ma manière de penser maintenant. Est-ce que ce jeu, quand je vais le recevoir, j'aurai toujours en temps envie d'y jouer? Voilà, première chose. Est-ce que j'ai pas des jeux qui ressemblent à celui-ci dans ma ludothèque? Pour ce cas-là, je n'en avais pas, effectivement. Malgré tout, j'avais d'autres projets. Et quand je vois ISS Vanguard, vous voyez ISS Vanguard, j'ai pas de jeu de ce style-là. Dans l'espace en narratif, j'avais rien d'autre. Et pourtant, je l'ai attendu. J'étais encore heureux quand il est arrivé. Mais en fait, quand j'ai voulu commencer à y jouer, je vous l'avais présenté, hein, je vous avais présenté un petit peu, c'était un mini unboxing que je vous avais fait. Et bah du coup, en fait, non, j'arrive pas à me lancer dessus. Voilà, donc vous voyez des regrets. Donc il faut se dire effectivement que le sociofinancement, parfois, c'est beaucoup d'attente pour finalement laisser le projet de côté. C'est de l'argent aussi qu'on investit quelque part pour un jeu qui arrivera dans 2 ans, dans 3 ans. Ça dépend des sociétés. 2 ou 3 ans. C'est beaucoup de temps d'attente. Donc pour ceux qui découvrent le sociofinancement et qui, comme moi, se lancent à fond dedans et en fait, bah, attendent. Et puis, ah bah je reçois un projet. Ah oui, mais j'ai plus envie. Il faut y penser. Autre chose, on va commencer à penser euh, certains problèmes qu'on a eu sur les sociofinancements depuis quelques temps. L'exemple, je vais revenir sur eux, je ne les supporte plus, c'est Mythic Games. Mythic Games, avec les projets qui n'ont pas été livrés, les projets pour lesquels ils ont demandé des rallonges, des rançons, effectivement. Je vous avais fait déjà un petit résumé, je vais le remettre ici, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et depuis, il y a eu d'autres choses, parce que la vidéo que je vous mets là-haut, j'en avais parlé, et il y a eu d'autres étapes encore, d'autres épisodes de la saga un peu plus tard. Donc des sociétés comme ça, il y en a. À la base, les sociétés vont pour faire du sociofinancement, justement, comme Omeagam. C'est pour ça que je voulais vous laisser les boîtes ici, parce que c'est un bon exemple. C'est une société qui se montait, qui n'a pas forcément les reins assez solides pour lancer une production. Donc c'est quand même le but de tout sociofinancement, c'est de vous proposer un jeu. Et s'il y a assez pour lancer la production, ça lancera la production. Donc c'est quand même bien aider une société qui démarre. Il y a certaines sociétés qui sont grosses, qui n'ont pas forcément besoin, et il y a d'autres sociétés, en fait,
bah, qui n'arrivent pas à gérer leur projet d'une bonne manière. Donc par exemple Mythic Games qui n'avait pas du tout besoin d'aller acheter des grands locaux à Paris, des trucs luxueux et puis de se la péter avec du champagne pendant des vidéos. Oui, oui, pour ceux qui en ont vu, c'était le cas. Voilà, c'était champagne. Euh, C'était tout dans le bling bling. Voilà. Et certains projets, on a l'impression, parce que sinon je vais me faire attaquer en diffamation, on a l'impression que certains projets étaient financés par les projets suivants. Voilà, les productions étaient financées par les projets suivants. Donc ça fait un petit peu pyramide de Ponzi. Je ne sais pas si c'est le cas, voilà, je le dis, mais ça ressemble beaucoup à ça. Donc, perte de crédibilité de certaines sociétés sur Kickstarter, et notamment, effectivement, les sociétés françaises sont de plus en plus mal vues sur Kickstarter, ou d'autres, ou GameFound ou autres, du fait de Mythic Games, mais c'est pas le seul. Là, actuellement, et je m'en veux un petit peu dans un sens, je vous avais présenté le projet Doko Chronicle, le cycle de la Terre. Là, je ne dis pas que ce sont des escrocs, il n'y a aucun problème, je suis sûr que ce sont des personnes de bonne volonté, c'est The Red Joker. The Red Joker, le problème c'est que ça fait 6 mois qu'on n'a plus d'annonce, qu'on n'a pas d'avancée du projet. C'est ça qui me dérange. Alors, toute société qui est plus petite effectivement que Cool Mini or Not ou Awaken Realms a le droit d'avoir des difficultés, a le droit d'avoir fait de mauvais choix, peut-être parfois. Peut-être que le mauvais choix, c'était de proposer un reprint de tous les add-ons du premier cycle. Là, c'était peut-être difficile d'avoir les reins assez solides pour relancer une production. Vous voyez, le problème, c'est qu'on n'en sait rien. 6 mois sans annonce, c'est vraiment beaucoup trop, perte de crédibilité, et ça décrédibilise beaucoup d'éditeurs qui se lancent à côté. Donc là-dessus, effectivement, il commence à y avoir une perte de confiance. C'est assez flagrant. Donc voilà, donc pensez à tout ça. Pour ceux qui se lancent dans le sociofinancement, moi je vous dis, j'ai levé un petit peu le pied. Et du coup, il y a certains projets, bon ça c'est plus vieux, hein, mais dans les projets récents, c'est vrai que je back uniquement des projets de société où je pense qu'ils ont les reins assez solides. Ludus Magnus Studio, justement, j'ai quelques doutes. Il y a des projets qui sont en attente, il y a des livraisons qui sont en attente depuis très longtemps, il y a beaucoup de projets. Euh, Là, actuellement, je vous en ai parlé la semaine dernière en faisant un petit peu le match Grim Coven avec Blood qui va sortir. Blood, je ne sais pas parce que le projet il m'attire, mais Ludus Magnus Studio, voilà, à voir. Donc voilà. Donc, est-ce que le projet il vous attire? Est-ce que le projet, vous n'avez pas déjà un jeu équivalent dans votre ludothèque? Est-ce que vous êtes prêt à attendre? Est-ce que l'hype sera toujours là à la fin? Quand vous le recevrez, voilà des choses à voir. Là, la société, voir aussi si elle a les reins assez solides. Et ensuite, je continuerai sur les bonus Kickstarter. Oui, on n'est pas des fous non plus, il y a des grosses sociétés qui peuvent se permettre de nous faire quand même des petits bonus Kickstarter ou GameFound, ce sont les stretch goals. Donc pour les jeunes sociétés, c'est pas forcément évident à faire, mais il faut se dire que pour les grosses sociétés, les stretch goals, bah, eux, toute la campagne est déjà prévue. Tout le budget est déjà prévu pour les stretch goals. Faut pas. Après, tout le reste, ce n'est que de la poudre aux yeux parfois. Je dis pas pour tous, hein, mais pour les gros, ils ont déjà le budget défini. Ils savent très bien que, ben voilà, tel jour ils vont essayer de sortir un tel stretch goal et ainsi de suite. Parfois, ils accélèrent les stretch goals parce qu'ils voient qu'il faut des stretch goals pour titiller, pour monter la somme, pour que les gens investissent. Voilà, pour que ça attire le client. Et tout ça, c'est déjà prévu dans les grosses sociétés style Cool Mini or Not, hein, faut pas se leurrer. Voilà. Donc, à voir si les stretch goals vous attirent. Parce que les stretch goals, effectivement, il y a plusieurs choses à voir. Les figurinistes comme moi, on aime peindre. Effectivement, Cool Mini or Not, c'est pas la meilleure qualité de figurines, même s'ils se sont largement améliorés. Mais oui, on a du kilo plastique, mais ça peut être intéressant pour les peintres. De même, les Marvel United. Alors, les Marvel United, c'est peut-être pas. Marvel United, ça reste un de mes très bons jeux, moi, que j'adore sortir en famille, qui est très simple. Et il va y avoir une nouvelle saison. On sait que ça va regorger de figurines dans les stretch goals. C'est ça qui attire les clients, mais, et c'est là où je veux aller, les stretch goals, est-ce qu'ils sont intéressants pour vous? Figurines, est-ce que vous aimez peindre? Durée de vie du jeu. Est-ce que ça amène des scénarios nouveaux? Est-ce que ça amène de la rejouabilité? Vous voyez, je reprends l'exemple de Marvel United. Le prochain, c'est un DC United avec Batman et Superman et compagnie. Là, ce qui va être intéressant, vous voyez, c'est par exemple les vilains qu'il va y avoir dans les stretch goals.
Parce que le jeu de base, à chaque fois, on se retrouve avec 3 vilains. Et les vilains, c'est ce qui fait la rejouabilité parce qu'ils ont des manières de jeu différentes. Et dans les stretch goals, il y en a toujours beaucoup. La boîte de stretch goals regorge de, je sais pas, dans la troisième saison, il y a peut-être 40 vilains. Donc 40 fiches différentes avec 40 fois des cartes de vilains pour des méthodes de jeu différentes. C'est ça qui apporte la rejouabilité. Donc pensez-y. Exemple, donc je reviens là-dessus. Black Rose War Rebirth. La boîte de stretch goal est énorme, regorge de matériel, mais en fait dans le matériel, qu'est-ce qui est intéressant? Là, on a des invocations supplémentaires, ok, on a des mages supplémentaires, petite différence justement sur le gameplay, mais on n'a que quelques écoles de magie supplémentaires. C'est pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant, même si ça peut contenter certains, mais est-ce que ça valait le coup de passer le cap justement pour ces quelques écoles de magie? Ce qui était intéressant aussi, je vous ai parlé du coup des avatars, donc c'est la façon de jouer en solo ou alors un avatar qu'on peut rajouter quand on joue à deux par exemple, pour simuler un autre joueur. Il y avait plusieurs avatars différents avec justement des systèmes de jeu différents. Donc là, voilà, à vous de voir si les stretch goals qui sont proposés peuvent vous convenir vous, parce que parfois ça peut être de la déluxification, mais il faut voir déluxification, gameplay, figurine. À vous de voir si les stretch goals vous plaisent. Parce que, mine de rien, sur les grosses sociétés, bon, on les paye quand même les stretch goals, même s'ils disent que c'est des cadeaux, c'est pas forcément le cas pour les grosses sociétés. Le budget est déjà prévu. C'est pas forcément la même chose par contre pour les petits projets. Ils essayent de débloquer un budget. Voilà, c'est vraiment, faut voir les deux choses différentes. Donc pensez-y. Donc je m'étais fait un petit papier, mais là je vais au fil de l'eau. Le projet, est-ce que je l'ai dans ma ludothèque déjà? Est-ce qu'il m'attire? Est-ce que j'ai un équivalent? L'éditeur, sa santé. Donc n'hésitez pas à aller sur certains forums. Moi je traîne beaucoup sur le forum de Code. Vraiment super intéressant avec des gens qui analysent beaucoup de choses. C'est super intéressant. Et en plus, il y a des éditeurs qui viennent parfois pour nous parler des projets. Donc il y a vraiment un contact direct. Les bonus, les stretch goals, est-ce que ça vous plaît également? Voilà, plein de choses qui vous permettent de dire ce projet, ok, je le back. Pourquoi je vous en parle? Parce que la semaine dernière, j'ai justement parlé de Grim Coven. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a parlé de... Comment il s'appelait? Le jeu? C'est Dark Blood ou Dark Rituel, je sais plus. Voilà, ça m'a tellement pas... voilà. Je suis allé voir la campagne. Et justement, cette campagne me fait un petit peu peur. Je vous mettrai peut-être un petit truc à la vidéo. Parce que justement, ça semble être le premier projet d'un éditeur, ou le deuxième projet. C'est le premier projet sur GameFound, mais c'est le deuxième projet d'un éditeur. Et quand on regarde les noms, justement, les game designers, c'est des game designers qui ont déjà fait des choses, mais des choses qui n'ont pas encore été livrées. Dont un des game designers, si j'ai bien compris, il a une maison d'édition, lui, justement. Enfin, il a essayé d'éditer un jeu qui n'est pas livré. Il attend justement les sous de ce jeu pour pouvoir livrer un autre jeu. Voilà, il y a des trucs derrière, je sais pas, on dirait qu'en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs sociétés qui sont entre elles. Et ça me botte pas plus que ça, ce jeu. Ce qu'il y a d'autre, c'est que j'ai l'impression qu'ils mettent des figurines pour mettre des figurines pour attirer le client. Voilà, parce que c'est quand même un Eurogame, et je pense qu'on aurait pu se passer de ces grosses figurines. On peut me dire la même chose d'un zombicide ou de tout autre jeu, hein. On peut toujours se passer de figurines, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment pour attirer un style de joueur pour les avoir sur GameFound. Et j'arrive pas à avoir confiance et à voir le projet. Vraiment, voilà. Donc c'était un exemple et c'est ça qui m'a décidé à vous parler justement de ça. Parce que de toute façon, le Black Rose Wars, j'ai pas encore joué, mais au moins ça me permettait d'avoir un très bon exemple. Voilà. Baquer, pas baquer, attendre, pas attendre. Parfois, quand vous recevrez le jeu, vous n'en aurez plus envie. Vous le mettrez d'occasion. Et du coup, il y a de belles occasions à faire. Voilà, tout simplement. C'était vraiment une grosse déviation sur le mode du socio-financement, mais je voulais partager un petit peu mon avis parce que c'est vrai que c'est toujours en effervescence. Et justement, il y a quelques sociétés qui ont commencé à couler ou qui ont coulé depuis quelques temps. Et voilà, il faut penser à tout ça. Parce que malgré tout, on investit pas mal dans ces jeux-là pour des jeux qu'on va recevoir dans 2 ans. Si c'est pour ne rien recevoir, c'est un petit peu dommage. Voilà. C'était le fond de ma pensée. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Black Rose War Rebirth. Ah, j'ai du mal à le dire, hein. Black Rose War Rebirth, Black Rose War Rebirth, faut que je le dise plusieurs fois, c'est comme Beetlejuice. Et puis, n'hésitez pas à me donner votre avis parce qu'il va falloir que je m'y mette, moi. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur les jeux d'Omea Games qui sont devant moi. Donc Eternitium, adjugé, vendu vraiment pour la famille.
Il va ressortir souvent, celui-là il est pas mal du tout. Valrock, j'ai hâte de tester, le matériel me donne envie et le pitch aussi. Donc avoir ce placement d'ouvrier. Pianotez, commentez, mettez un like, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde. Et désolé de tout ce blabla aussi, hein.